Bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Que vous soyez présents dans cette salle en visio ou que vous soyez l'un des citoyens éventuellement présents dans cette salle ou l'autre qui sont en visio, puisque nous avons établi un lien pour que tout le monde puisse suivre ce conseil communautaire. Donc, bonjour ou bonsoir à tous. Un conseil communautaire finalement qui devrait se révéler assez court et qui sera animé pour la plus grande partie par Claude Bossec avec lequel j'étais il n'y a pas très longtemps. Je serai obligé de vous quitter vers 19h et c'est pour ça que je suis en visio, puisque j'ai une visio absolument incontournable à 19h et que je voulais impérativement être certain de pouvoir la prendre dans de bonnes conditions. Kelly, on prépare l'appel s'il vous plaît. Alors, Patrick Risser. Présent. Monsieur Bossec. Présent. Alors, Monsieur Bourson, excusé, absent, excusé. Monsieur Brusco, absent, excusé, représenté par Monsieur Risser. Monsieur Simarelli. Présent. Madame Friot. Présent. Monsieur Lopresti. Présent. Monsieur Reiby, absent, excusé, représenté par Madame Coubouille. Monsieur Destremont, absent. Madame Meachi, absent, excusé, représenté par Monsieur Risser. Madame Miniketi. Présent. Monsieur Petitclerc. Présent. Madame Arési. Présent. Madame Bellucci, absent, excusé, procuration Monsieur Procran. Madame Baudet, absente. Madame Boumedine, absente, excusée, procuration Madame Fattorelli. Madame Canzerini. Présent. Monsieur Sandeki. Présent. Madame Cougouille. Présent. Monsieur Falchi. Présent. Madame Fattorelli. Présent. Monsieur Félicie. Présent. Monsieur Guillotin, absent. Madame Justin Mérus, absente. Monsieur Jacquin, absent. Madame Lebrun, absent, excusé, procuration Monsieur Lopresti. Monsieur Matucci. Présent. Madame Narcisi, absente, excusé, procuration Monsieur Spisac. Monsieur Petroskas. Présent. Monsieur Pocran. Présent. Monsieur Spisac. Présent. Madame Strache, absente, excusée, procuration Monsieur Falchi. Secrétaire de séance, Monsieur Sandeki. Nous pouvons valablement délibérer. Et donc, s'il y avait éventuellement une main qui se levait en visio, à savoir sont présents en visio Madame Meniketi, Madame Arési, je ne manquerai pas d'en faire le relais. Et je vous propose de passer au point 1, approbation du Conseil du 16 décembre 2021. Y a-t-il des observations particulières pour ce compte rendu? Je ne vois pas de main se lever ni de réaction dans la salle. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Des gens qui sont contre? Adopté à l'unanimité des membres présents. Et je vais laisser la parole à Claude Bossec pour toute cette partie finance et nous commencerons donc par le point 2, attribution de compensation provisoire pour 2022. Merci Président de me laisser la parole. Chers collègues, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je fasse la lecture, et je pense que s'il y a des questions sur cette attribution de compensation provisoire 2022, je serai prêt à y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Je me fais le relais de notre collègue Karine Guillaume qui est en train de chercher sur le budget actuellement et voulait poser la question relative au montant pour Odentiche 275 036 €, en sachant que nous avons provisionné 310 000 € et qu'au final on s'est retrouvé avec 35 000 € en moins. Donc sa question était de savoir si provisoire, si le définitif allait correspondre plus ou moins au provisoire dans l'ensemble. De mémoire, Frédéric, c'était le problème d'une réactualisation en ce qui concerne les charges transférées de la petite enfance qui avait eu lieu en 2020-2021 et vous êtes resté avec le même niveau d'attribution de compensation et bien entendu que ce chiffre-là maintenant tient compte finalement, ça sera bien 275 036. Provisoirement. Oui, parce que dessus, pourquoi on a marqué
que c'est provisoire parce qu'il y a le SMUTI et le SMITRAL et que forcément, quelque part, il y a 4 communes qui n'ont pas aujourd'hui de mobilité et ça peut changer, ça peut évoluer. Donc, pour l'instant, on n'a pas les chiffres, donc c'est pour ça qu'il est provisoire. Mais les chiffres qui sont donnés ne sont pas provisoires. Les chiffres-là sont bien définitifs. La preuve, on reprend les AC de 2021. Après, ça sera en fonction de la mobilité. Est-ce que cette réponse est satisfaisante? Moi j'ai une question. Oui, vas-y, Fabienne. Alors moi, ce qui me perturbe sur ce genre de tableau, c'est qu'aujourd'hui, on va payer une année entière. C'est-à-dire qu'autant je vais donner 40 311,52 comme Blanche, comme Thiel et comme Villeru. Sauf que la mobilité, on va la prendre au 1er juillet normalement. Donc je ne comprends pas pourquoi on doit payer la totalité, alors que si on va au SMITRAL et au SMITU, il faudra récupérer l'argent. Je trouve que c'est pas très logique, quoi. Je ne comprends pas pourquoi on paye un syndicat en totalité alors que on n'y sera que 6 mois. Si on au SMITRAL ou si on au SMITU, il va y avoir un partage de choses, quoi. Claude, c'est une émission que nous avons déjà eue en bureau, si vous voulez bien redonner la réponse. Bah, Président, allez-y. Non, je vous en prie, faites le sujet de moi, je botte un peu en touche. Non, je plaisante. Mais bon, on a dit qu'on réactualiserait forcément tous ces problèmes-là. On en a parlé au bureau. Et c'est vrai que à ce jour, on est en conseil communautaire et forcément, il faut que la notion de la question de Fabienne soit notée. Bien entendu qu'on tiendra compte de tout ça et qu'il y aura une réactualisation entre le trop perçu qui a été donné à un moment donné sur le compte des finances liées à l'attribution de chaque commune et bien entendu qu'il y a une réactualisation qui sera faite. Et on ne pénalisera pas la commune à travers les sommes qui ont été déjà données. Ni les communes, ni l'Interco d'ailleurs. Et je rappelle donc, comme nous l'avions précisé, que nous sommes bien sur 2022 et pas sur 2021. Et que nous avons annoncé en bureau que cette moitié d'année serait prise en compte dès lors qu'on aurait à payer soult de sortie ou autre, mais que cet argent qui avait déjà été payé sur une année complète, nous devions le récupérer. Je rappelle néanmoins qu'on est là sur une année complète, comme pour 2022. Bien. Micro. Ouais, je voulais juste rajouter une petite chose, à savoir quand même que aujourd'hui, sur Orange et Boulange, pour information pour la population, c'est qu'on était fiscalisé, on ne le sera plus. Donc les communes d'Orange et Boulange devront soit prendre sur leur budget personnel, propre, ou alors leur remonter les impôts. Voilà. Donc il faudrait quand même que la population elle soit au courant quand même qu'on va devoir changer les choses et que ce ne sera pas tout à fait comme les fiches d'impôt jusqu'à aujourd'hui. Fabienne, si je peux me permettre. Oui. Un micro, je ne sais pas si oui. Si, je t'entends. On vous entend. Effectivement, c'est le même problème à Boulange et à Outange. Mais en fait, en théorie, on va augmenter le pourcentage. Mais quand tu prends les 2,5% qui étaient au syndicat, tu les rajoutes sur tes 2,5% du foncier, je veux dire que la somme payée par l'habitant, elle, ne va pas varier si tu t'en tiens que à cette augmentation-là. Non, je suis d'accord avec toi. Le seul souci, c'est que les gens vont penser que les impôts locaux ont augmenté. Oui, je sais très bien. Mais, la taxe foncière a augmenté, alors que ce n'est pas nous qui le faisons. Bien sûr. On ne les augmente pas, mais il faudra faire preuve de pédagogie en leur expliquant que voilà. ils ont le colonne syndicale qui a disparu et qui se retrouve maintenant incorporé au foncier. Mais sur le montant à payer, ça n'a pas d'incidence. C'est vrai que c'est un exercice délicat. Oui, tout à fait. Mais je veux que les gens le sachent déjà. C'est le risque si l'information n'est pas bonne. C'est vrai. Ces précisions étant faites, y a-t-il d'autres questions? Moi, je reviens juste sur le terme de provisoire, parce qu'on dit suivant la soute de sortie. C'est-à-dire que suivant ce qu'on va devoir payer, tout dépend le syndicat. Je prends l'exemple sur... chacun parle de sa commune, je prends l'exemple de Villeru, mais nous, on est à... Le montant de la participation au SMICRAC, c'est 148 000. Si la soute de sortie, elle est X milliers d'euros, on risque de perdre encore sur les attributions de compensation, ou justement ça va réévaluer, mais dans le positif.
Je pense, et je prends la réponse plutôt comme une réponse plutôt cadrée, je pense, et tu as raison, hein, on va avoir un problème, c'est de savoir la suite, mais ils ne peuvent pas la dimensionner ou la disproportionner. Il y aura bien un prix qui sera un prix raisonnable. Hein, à mon avis, je pense qu'on ne se laissera pas avoir sur des prix excessifs. Donc, à mon avis, il faut attendre qu'on ait ces éléments pour pouvoir. Et bien entendu, que si demain, cette somme est importante, mais relativement correcte dans le départ, ça jouera sur les attributions de compensation. C'est une évidence. C'est une évidence. Et ça va jouer en négatif ou en positif? C'est plutôt ça la question qui se pose, parce que finalement, je pense que toutes les communes ont en préparation budgétaire. On inclut dedans les attributions de compensation et le FPIC et tout ce qui s'ensuit. Si maintenant on inscrit une somme, je prends l'exemple, on inscrit les 236 000 € d'attribution de compensation, et qu'au final, au mois de juillet ou alors au mois d'août, on se retrouve avec où c'est la commune qui doit rembourser 200 000 € sur un budget de fonctionnement qui sont super serrés. C'est plutôt, je pense que ça va tourner en négatif. Enfin, je dis oui parce que tu as raison, Antoine, de dire que ça risque d'être négatif. En revanche, on est sur la table des négociations, rien n'est décidé. Bien entendu qu'aujourd'hui, on ne sait pas la mobilité, ce qu'elle va devenir. D'ailleurs, ils viennent assez répéter, hein. On doit être à la hauteur aujourd'hui de l'enjeu, et on est un petit peu en retard, finalement, avec la contrainte un peu. Après, je ne veux pas dire qu'on est non plus trop en décalage, mais quelque part, il va bien falloir, à un moment donné, être dans la table des négociations, et je pense que ça ne se réglera pas si simplement que ça. Et avant d'expliquer qu'on va être en négatif ou en positif, positif je ne crois pas, mais négatif, oui, mais il y a des négociations, et je pense que ça sera nos arguments qui feront qu'on essaiera de trouver les meilleures solutions pour sortir, si on sort. Parce qu'on ne sait pas ce qui va être effectué. Demain, je donne un exemple. Demain, on peut très bien avoir 2 opérateurs. Si la loi change. Oui. On peut pas. Il faut que la loi change. Pour l'instant, il faut que la loi change. Voilà, ça reste du flou. Il est possible que cette loi va changer, qu'elle s'adapte. On espère. On espère. C'est ce qui serait le plus simple. La seule Maintenant, est-ce question. que l'État peut pas mettre la main à la poche si jamais, vu que la loi nous oblige aujourd'hui à sortir d'un des 2 AOT, est-ce que finalement ils peuvent pas prendre aussi leurs responsabilités et mettre la main à la poche? Le problème, Claude, c'est que on est à la situation financière du SMITU. Donc je pense que le SMITU, en soute de sortie, ne fera pas de cadeau. Après, le SMITRAL, peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, en soute de sortie du SMITRAL, il m'a déjà donné. Oui, dans les 300 et quelques. Donc, le SMITU t'a tellement donné les chiffres qu'on peut craindre le pire. Après, ce qu'on peut conventionner entre eux, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on a peut-être une compétence précipitamment, parce que effectivement, la date du 1er juillet, elle était là. Mais, le président me dira si je me trompe, sur cette prise de compétences, on n'a pas de dotation supplémentaire de l'État. Donc, souvent quand on prend des compétences, on a des dotations supplémentaires de l'État pour une prise de compétences, et là on n'a rien. Donc en fait, ça veut dire qu'il va falloir qu'on pourvoie tout seul, soit à payer la soute, plus payer les syndicats qui vont prendre en charge du transport, l'AOT, donc c'est forcément une prise de compétences qui va nous coûter de l'argent. Ouais, mais Je dirais que vraisemblablement, mais comme vous le savez, nous devons encore avoir des réunions techniques avec l'un et l'autre et des précisions du SMITRAL d'ici peu, sur du SMITU. Il y a une date qui a été fixée. Donc je rappelle donc qu'on est bien dans des attributions compensatoires. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le compte-rendu de la dernière commission de réflexion pour préparer la CIG, vous avez dû voir que j'ai posé une question officiellement au préfet présent sur le fait qu'on nous avait laissé entendre qu'il serait possible que les 2 AOT restent sur notre territoire. Et pour ceux qui ont lu ce compte-rendu, et Claude a assisté à la commission, donc je pense qu'il a eu le compte-rendu, la question est sur le bureau du ministre. D'ailleurs, comment elle est sur le bureau du ministre, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. J'ose espérer qu'on arrivera à ce type de conclusion. En attendant, je rappelle que nous sommes bien dans du provisoire, qu'effectivement, il n'y aura pas d'aide particulière de l'État à prendre en charge cette compétence. Si on avait déjà la région, de toute façon, nous aurions voulu en assumer un coût financier. Donc voilà. Est-ce que ça coûtera un peu plus d'argent aux communes ou pas?
Je suis incapable de le dire, mais personne n'est capable de le dire. C'est bien pourquoi on dit que nous sommes dans quelque chose de provisoire, dont on peut penser qu'on en saura plus au moment du vote du budget. Claude, D'autres questions? Oui, parce que quand on en est à ce sujet-là, moi j'aimerais savoir, parce que lors de la dernière réunion avec le SMITRAL, on nous a bien fait comprendre que si on adhérait à un syndicat ou à un autre, à un moment, il fallait une convention tripartite avec la région. Et que de toute façon, il fallait régler ça avec la région. Donc ma question est la suivante. oui, mais les contacts ont été pris avec la région. Alors Stéphane n'est pas là ce soir, mais il a été en contact avec Majerski à la région à Thionville. Et il y a des réunions qui ont eu lieu, mais je ne peux pas parler à sa place là ce soir. Mais la région est dans la boucle. Parce que moi, l'information que j'ai eue, c'est que la réunion a été reportée, mais elle n'a pas eu lieu. Ah, c'est possible. Je n'ai pas d'informations particulières, mais en tout cas, la région, Stéphane est en contact avec eux. Et Majerski, je ne l'aurai pas cette semaine, puisque comme un certain nombre de personnes, il a pris des vacances. Le 25 février. La date, c'est le 25 février. Qui assiste Bon, voilà donc l'information donnée par Thierry, 25 février en région. D'autres questions? Bien, bah, écoutez, Claude, vous pouvez procéder au vote, étant entendu que je verrai ce qui se passe pour les gens qui sont en visio. Qui est contre? Qui est contre, Fabien? Fabienne, à lever la main. Je suis contre. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord sur les totalités. Voilà. Donc, il y a combien, Thierry? 3. 3. Allez. 3 contre. Qui Donc, s'abstient? un en visio et dans la salle, je n'ai pas vu. 2. Qui s'abstient? Personne en visio. Ok. Eh bien, Claude, nous pouvons passer au point 2, convention de retour financier issue du déploiement de la FIP sur le territoire de la CCPHBA. Encore une fois, hein, je vous ferai grâce de reprendre le rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions en visio. Si, moi je reviens toujours, je suis désolé hein, par rapport à ça, mais si des fois le déploiement ne se fait pas par un opérateur privé pour les communes de Villerupt et Thiel et que ça doit se faire par notre syndicat, donc Evicom, donc le déploiement Paris 54, qu'en est-il de la participation de la communauté de communes pour les communes de Villerupt et Thiel? Parce que là on parle de Boulange, Autange, Aubès, Rédange, mais qu'en sera-t-il du moins par la suite? Si c'est RIP 54 qui opère, Si c'est RIP 54 qui opère. ben, la réponse a déjà donné et X fois. La communauté de communes a donné une délégation à Moselle Fibre, d'accord? Et dès lors, la communauté de communes n'a pas vocation à participer au redéploiement, quelle que soit la manière dont il sera fait par RIP 54. Ok, donc. Ah non, c'est pas n'importe quoi, c'est une réponse qui existe depuis que la question a été posée, et Dieu sait si elle a déjà été posée. Mais si on a un contrat. La CAL a décidé, et d'ailleurs plainte a été déposée, de financer le passage du cuivre à la fibre sur un certain nombre de communes de RIP 54 ou des Vicom 2000, peu importe, à hauteur de 100 €. Ce qu'elle n'avait pas vocation à faire. Et un citoyen, et à mon sens à juste titre, a déclaré que cette opération n'était pas conforme. Donc la communauté de communes, et je l'ai dit à Evicom, et je l'ai dit et redit dans le mandat précédent et dans ce mandat, nous n'avons pas vocation à financer un déploiement ou un redéploiement de Evicom 2000. Et donc, Ce qui n'aurait pas été le cas si, par exemple, il avait été décidé par les communes de Thiel et Villerupt ou d'autres de déployer avec la région. Et dans ce cas, nous aurions pu envisager de participer à hauteur des 100 ou 110 € que demande la région aux intercos lorsqu'elle déploie. Si on fait partie du syndicat.
et vous faites partie du syndicat que vous souhaitez, c'est pas le problème de l'interco, ni même du financement d'un syndicat auquel nous n'appartenons d'ailleurs pas, nous, en tant qu'interco. Donc, alors, une simple question d'ordre, enfin, tout bête, hein, mais sachant que quand on a donné la compétence très haut débit à l'interco et qu'on fait partie du syndicat des Vicom, donc du fait qu'on est parti, qu'on a donné cette compétence, si demain on doit partir avec la région, ça veut dire qu'il faut sortir du syndicat des Vicom. Et donc, qui paye la soupe de sortie? Est-ce que c'est les communes de Villeroy-Utile ou c'est l'interco comme pour le... Non, c'est pas l'interco qui paiera. C'est pas l'interco, et ça a toujours été dit. Je comprends même pas vraiment tout à fait que la question se pose ce soir dans un ordre du jour qui dit nous avons déployé sur 3 communes, est-ce que vous acceptez que Moselle-Fille nous restitue 10 € par prise posée? Oui, non. C'est la question du soir. 4 communes, j'ai oublié Rénan. Voilà, donc la question c'est, je regarde, en dehors des réponses que je viens de donner et qui sont, bon, j'allais dire, on ne peut plus clair, est-ce que le conseil communautaire accepte l'idée que nous demandions l'argent à Moselle Fibre et qu'il nous restitue une somme aux alentours de 50 000 € de retour sur investissement? Claude? On a bien dit que c'était 10 € la prise, hein, président. Ouais, ça veut dire on a un montant là, non? Oui, forcément, le nombre de prises, 5000 quelques, oui, on a le montant. Donc la question c'est est-ce que vous nous donnez l'autorisation de demander à vos équipes de nous faire un chèque? Oui, là. Ah, mais elle a un peu dirigé la réponse, hein, après. Hein. En fait, la réponse c'est oui. On trouve quand même que la somme est faible. Bon, sachant que c'est une somme qui peut être revue d'une année à l'autre et qui peut être augmentée, mais on ne peut pas refuser de prendre 10 € par prise installée, c'est clair. Ah, voilà, donc ça c'est la question. Maintenant la somme est faible. Et Viviane a assisté hier à un conseil communautaire, à un comité syndical. Je rappelle que la somme est faible, mais que théoriquement, Moselle Fibre, le déploiement était fini en juin. Et que donc nous aurions dû n'avoir que la moitié d'une année de retour sur investissement. J'ai fait partie des gens qui ont dit qu'on pourrait peut-être quand même, compte tenu de la situation financière, payer sur une année complète. Et donc nous avons eu 10 € comme si nous avions eu un exercice complet. D'accord? Donc déjà 10 €, c'est plus que ce qu'on pouvait espérer au départ, c'est-à-dire c'est sur un an et pas sur 6 mois. D'autre part, Viviane a bien vu hier que compte tenu du budget tel qu'il est opéré, cette somme qui a été avancée à perte par Moselle Fibre sur son budget est récupérée sur le budget de l'année prochaine. Et que là où on pouvait être déficitaire sur un certain chapitre en ayant avancé cette somme aux intercos, en ayant donné 10 € et non pas 5, on prévoit un excédent aux alentours de 450 000 € l'année prochaine. Si le budget se réalise tel que nous l'aurons perçu, il a toujours été entendu qu'il y aurait un retour en meilleure fortune en cas, enfin, une répartition différente dès lors que les budgets le permettaient. Et Viviane a dû m'entendre dire, très bien, nous attendrons donc un cadeau de Noël, et pour avoir fait le calcul très rapidement, on peut espérer, mais moi c'est pas moi qui décide tout seul, qu'on aura 12 € l'année prochaine. Et dire que c'est pas beaucoup, c'est mieux que si on n'avait rien du tout, sachant aussi qu'il y a un investissement au niveau des usages qui est accepté par Moselle Fibre et dont le comité syndical sera informé au mois de juin. Et aussi sur les conseillers numériques. Et aussi sur les conseillers numériques et la médiation numérique. Et je rappelle que nous avons fait appel aux communes, nous avons eu les réponses de presque toutes les communes que j'ai transmises à Moselle Fibre aujourd'hui, mais qu'il nous manque encore l'une ou l'autre. Et qu'il a été instamment demandé hier que nous fassions un retour très rapide pour pouvoir le mettre en route. Est-ce que cette explication suffit? Si je peux me permettre sur les conseils numériques, parce que c'est important, hein. C'est, si vous voulez, c'est pour réduire la fracture numérique aussi sur les territoires.
Et c'est pour que les conseillers numériques puissent être au plus proche des habitants. Donc on va leur montrer comment, par exemple, faire une déclaration d'impôt en ligne, comment gérer son compte Amélie, des choses comme ça. En termes d'infrastructure, il ne faut pas grand-chose, hein, parce qu'ils viennent avec tout le matériel, quoi. Il faut juste... Il faut simplement un débit suffisant, et pas nécessairement de la fibre, hein, qui permettent de brancher 6 machines en simultané. Donc il y a des endroits où il y a 8 mégas et où on peut tout à fait le faire, d'accord. Je rappelle que c'est ouvert aux communes de Meurthe-et-Moselle et que plus tôt on a les salles qui peuvent être mises à disposition, plus vite on pourra les valider avec Moselle Fibre et plus vite nous pourrons mettre en œuvre cette première partie de médiation numérique, sachant que la deuxième qui est prévue, mais pour un tout petit peu plus tard, ça s'adresse à toutes les populations. Un peu plus tard, on mettra en œuvre de la formation au numérique pour les gens éloignés de l'emploi et donc en particulier ceux qui touchent le RSA. Claude? J'avais une question sur le sujet des 450 000 € qu'on allait forcément avoir pour 2023. Une question, si on peut avoir autant d'argent, comment se fait-il qu'on n'est qu'à 12 € de la prise, alors que là, en étant à 10 €, on est à 50 000. J'arrive pas à voir l'écart qui se fait entre la plus-value des 450 000 € prétendus. 450 000 € c'est pour l'ensemble du budget de Moselle Fibre. D'accord. Nous avons déployé 150 000 prises. D'accord. Voilà. Donc imaginez qu'on donne 1 € de plus à la prise, c'est 150 000. Imaginez qu'on donne 2 € de plus à la prise, c'est 300 000. Et je viens de parler de 450 000. D'accord. Qui plus est, dans une projection prudente, il est bien évident qu'on ne risque pas nécessairement de redonner 450 000. D'accord, ok. C'est pour l'ensemble de Moselle Fibre. Oui. Je parle Moselle Fibre, hein, je ne parle pas CCPHVA. Hein. Vous comprendrez bien, Président, qu'en étant aux finances, tout d'un coup, mes lumières se sont allumées et que je... Oui, non, mais je comprends bien, mais je dis donc que si nous avions 12 € comme cadeau de Noël, nous pourrions déjà être très satisfaits, sachant que dès lors que nous aurons déployé la fibre à Audalpich et à Russange, ça représente 5 000 prises et donc un retour qui tournera aux alentours de 50 000 € par an pour couvrir une partie de l'annuité de l'emprunt. Bien reçu. Monsieur le Président, Vas-y, on est. oui, Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser, là, qui mérite une réponse quand même courte. J'aurais voulu savoir l'échéancier pour Audalpich et Russange, c'est-à-dire le développement de la fibre, donc l'appel d'offres, le choix de l'entreprise et le début des travaux, si vous avez... Eh bien, écoutez, dès lors que le Conseil aura décidé que nous finançons, d'accord, tout est en œuvre à Moselle Fibre, puisque vous m'avez autorisé l'année dernière à demander à Moselle Fibre de déployer. Je n'attends plus donc que ce feu vert budgétaire, et dans ce cas, nous tiendrons le calendrier tel que nous l'avons établi, appel d'offres et déploiement de la fibre courant 2023 pour une fin de déploiement, sauf erreur, hein, fin 2023. Et quand on va voter le budget alors? C'est ça? Écoutez, moi, tant que je n'ai pas de budget qui m'autorise à financer dans l'année ce que vous avez autorisé l'année dernière dans un conseil communautaire, à savoir 400 € la prise, multiplié par 5 000 sans prix, j'ai plus tout à fait ça en tête, mais on tourne dans l'entour de 2,3 millions, 2,4 millions. Je ne vais pas dire à Moselle Fibre, vous déployez. D'accord, ok. Voilà. Donc le prochain Et donc, budget. dès lors que nous aurons l'autorisation budgétaire de le faire, nous pouvons encore tenir le calendrier qui a été annoncé il y a déjà un moment. Moi, j'avais pas tout à fait les mêmes informations parce que quand j'en ai parlé à la directrice de Moselle Fibre, c'était commission d'appel d'offres en mars, attribution du marché dans la foulée, début des travaux en septembre pour une commercialisation début 2023. Oui, Liliane, mais nous n'avons toujours pas l'autorisation budgétaire. Nous ne voterons ce budget qu'au mois d'avril et vous décalerez donc d'autant. Avec forcément déjà une bonne entrée en matière au ROB du 8, je vous invite à reprendre la date, le 8 mars, il y aura le ROB en conseil communautaire et on aura déjà
à mon avis, l'orientation de ce que sera notre budget et si on finance la fibre ou pas. À l'heure actuelle, je ne vais pas vous expliquer qu'on a les capacités financières à pouvoir se mettre en état de marche sur les investissements liés à la fibre sur Audin et sur Ruffang. Le dire, ça serait d'abord, il faut attendre les étapes successives. L'Europe en fait partie, et après, il y aura au mois d'avril le budget. Mais si l'Europe est déjà compliquée, je pense que le budget sera aussi compliqué et la fibre compliquée aussi. Alors, Ça ne satisfait pas du tout quand même. non, alors moi j'ai quand même une interrogation parce que justement, comme Pierrick disait, on est en pleine construction des budgets. À savoir que la fibre sera financée à hauteur de 400 € si toutefois on arrive à l'inscrire au budget. Donc ça déjà, ça m'interpelle. Hein, parce que si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on va se retrouver encore une fois le bec dans l'eau. Hein, donc ça m'interpelle déjà fortement. Et la deuxième chose, c'est que nous, on est obligé d'inscrire le reste à charge. Donc on est parti sur 756 € la prise, quelque chose comme ça. Donc on est parti sur une fourchette haute. On va peut-être espérer qu'en termes de subvention, on arrive à avoir peut-être plus que prévu. Mais toujours est-il qu'on doit inscrire, nous, au budget 1,5 million, au budget communal d'Audin-le-Tiche. Or, la commune n'a pas la compétence. Et donc, en termes de trésorerie, ça ne passera pas. On s'est déjà renseigné à la trésorerie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut conventionner avec l'Interco? Est-ce qu'il faut conventionner? Absolument, Viviane, votre question, voilà, la réponse c'est nous conventionnerons. Et dès lors, c'est faisable, ça s'appelle un fonds de concours inversé. En attendant que ça vous interpelle, et je comprends bien qu'il faille attendre une décision budgétaire, je rappelle que nous avons eu un certain nombre de discussions à la fois à la CLEC et dans le Conseil des maires qui ne nous ont pas pour l'instant éclairés. Donc je suis tout aussi interpellé que vous sur cette problématique, mais vous comprendrez bien que je ne vais pas m'avancer sans budget. Voilà, je veux dire, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Quant au conventionnement, évidemment qu'il est tout à fait réalisable, et si vous avez bien regardé, vous avez dû avoir une idée de ce que pouvait coûter la fibre dans les dernières estimations, puisque hier, dans le budget 2022, ont été écrits dans ce budget et en prévisionnel 2 750 000 € pour les travaux de déploiement sur Russange et Audin-le-Tiche. Oui, mais ça m'indique pas la hauteur des subventions. Mais les subventions, telles qu'on peut les percevoir pour l'instant, dans les dernières négociations qui ont pu avoir lieu avec l'État et les autres financeurs. Donc diviser 2 750 000 par combien de prix, Viviane? 5 000. 5 200. 5 200. Et vous aurez une idée et vous verrez que la fourchette que je vous avais donnée et celle que vous venez d'estimer, on est à peu près dedans et que donc il y a des subventions. Par contre, pour répondre à René un peu plus précisément, et je ne vais pas refaire l'historique, mais pour les gens qui sont amnésiques sur le sujet, on a loupé le coche à une époque, et vous êtes tous bien au courant que l'ancienne municipalité d'Audin-le-Tiche et de Russange n'ont pas joué le jeu à l'époque, et on hérite encore une fois des situations qui ne devraient pas être aujourd'hui soulevées à ce conseil communautaire, si on avait eu au moins à l'époque cette perspective de rendre le service à notre population. Mais les gens qui étaient entêtés à l'époque sont restés entêtés et on paye le prix fort aujourd'hui de cette situation qui sera et financière et qui sera préjudiciable aussi parce qu'on devrait l'avoir comme tout le monde depuis un certain temps et on ne l'a pas. Donc je ne referai pas le débat parce que je pense qu'il y a eu assez de débats sur le sujet. Mais voilà, si ça peut correspondre, René, un petit peu à vos sentiments. Voilà. Oui, et puis je rappelle à l'ordre du jour, c'est simplement et pour l'instant inscrit au conseil communautaire, est-ce que nous prenons les 50 000 de Moselle Fibre ou non? Tous ces autres débats sont tout à fait intéressants, mais ils vont bien nécessairement devoir être mis sur la table avant que nous fassions un budget. Moi je pensais que la réponse serait courte, mais bon, j'y peux rien. Mais non, mais les questions sont longues aussi, donc voilà. Mais elles ne sont pas théoriquement. Ce soir, la question c'est est-ce qu'on prend 50 000 ou pas?
Voilà, On les pas prend. d'autres questions fortes. Hein. Avant le vote, même, on les prend. Il n'y a pas de souci. Ah non, mais moi j'ai répondu autant qu'il m'était possible, monsieur Oui, Félix, sur les délais. Donc la réponse n'est pas aussi courte qu'on peut le penser, puisque il y a un certain nombre d'autres impondérables qui vont gérer ce calendrier. Bien. Donc, voilà, donc j'aimerais bien qu'on inscrive aussi à l'ordre du jour d'un prochain bureau communautaire d'envisager l'hypothèse que nous ne serons pas en capacité de financer par l'Interco. Mais tout à fait. Et donc, de conventionner. Non, de toute façon. Et donc de commencer à réfléchir à un conventionnement d'un fonds de concours inversé. Ce qui, à mon avis, ne serait pas dans l'esprit communautaire du déploiement de la fibre sur 2 communes, mais ça n'est que mon avis. Non, mais bon, parce qu'on a vu la situation. On a raison, Liliane, c'est un sujet dont il faut parler assez rapidement. D'autant plus si l'idée c'est le 8 mars, donc ça serait bien que. Le 8 mars. Ouais, donc c'est dans un mois, donc après si on va discuter de tous les sujets là, il y en a Ça, la d'autres. mobilité, je veux dire. Il y a plein de choses à discuter. Hein. Alors, qu'on soit tous bien d'accord que le conseil communautaire c'est le 8 mars, mais par contre on a un bureau communautaire où on pourra déjà bien travailler sur le sujet. Et de mémoire, c'est quand, Thierry? C'est le 20. Commission finance le 23. La commission de finances c'est le 23, mais après on a un bureau 1er mars. Hein. Donc on aura une commission finance qui traitera le sujet, forcément, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de. On a un cadrage budgétaire qui se terminera, et après, encore une fois. Hein. Ouais, mais C'est bien que la réponse, elle est. Il faut faire des économies non, ailleurs. mais peut-être, le problème, c'est que la construction des Et métiers ça, aussi dans les les- communes, il est tributaire Je de suis ça. d'accord. Et ça commence à être. On a quand même beaucoup d'inconnus, hein. On commence à avoir beaucoup d'inconnus dans l'équation, quoi. Je répète que nous avons fait tout ce qui était possible pour être un peu plus éclairés et que nous ne le sommes pas plus que nous pouvions le souhaiter. Voilà. Bien que on le met au droit, c'est ce chèque de modèle fibre. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne en visio. Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Point 4, octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France locale. Là. Donc je ne dirai pas le rapport. S'il y a des questions. Je répète ce que j'ai dit des fois, donc il y a forcément une convention, il y a forcément une somme à payer par la Comcom pour avoir cette garantie. Donc on ne peut pas avoir une garantie du créancier sans rien payer. Donc, moi je ne connais pas cette somme, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il me semble qu'une réponse avait été donnée. Thierry. Oui, je vais laisser la parole à Sébastien là. Alors Sébastien Cotensin qui est en visio avec nous. Bonsoir à tous. Donc c'est une garantie. Alors l'AFL, l'Agence France Locale, c'est un organisme, un établissement public administratif dans lequel adhèrent beaucoup de collectivités pour avoir des conditions d'emprunt intéressantes. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il y a une solidarité entre les emprunteurs. Et donc cette garantie, c'est ce qui est proposé ici. Elle est obligatoire annuellement, c'est-à-dire que si jamais il y a une défaillance, l'ensemble des adhérents contribuent à aider à cette défaillance. Et si jamais nous, on emprunte avec l'AFL, inversement, s'il y a une défaillance, on sera aidé par les autres. En gros, c'est ça. Mais là, on ne va rien payer du tout. C'est juste une garantie obligatoire chaque année qui est prise au cas où, notamment, on fasse des emprunts avec l'AFL, tout simplement. Mais on ne va rien payer au vu de cette délibération. Et je confirme. Est-ce que cette réponse te satisfait, Antoine? Non, je veux encore une précision. Est-ce que ça veut dire que Alors allons-y. Oui, est-ce que ça veut dire que si la CCPHVA n'est pas en capacité donc, de rembourser l'emprunt, est-ce que ça va décliner sur les communes membres? Forcément. Non. Non, sur les adhérents à l'agence. C'est des adhérents. Alors, c'est bien là que je veux qu'on insiste. Oui, tu as raison. C'est bien les adhérents, c'est pas les membres. C'est comme les C'est des garanties. adhérents. C'est comme les garanties d'emprunt qu'on a faites avec les bailleurs sociaux. C'est ça. C'est transparent pour le budget. Voilà. C'est ce qu'on a fait avec Et donc, tant qu'on n'a pas besoin de leurs services,
ça ne nous coûte rien. C'est gratuit. Voilà. Est-ce que cette réponse te rassure? Il a penché la tête. Ah ouais, La Claude? Non, je voulais juste... Oui, pas bien. Et donc, du coup, alors, aujourd'hui, on n'emprunte rien, on n'a rien besoin, donc on laisse comme ça. Mais demain, je ne sais pas, par exemple, j'ai vu que le Val de Fench était... le Val de Fench qui est adhérent à cette agence, ils font des emprunts, mais nous, on n'a rien fait pour l'instant. Est-ce que s'ils sont dans la mise, on va devoir rembourser, payer, et leur garde quand même, même si on n'a rien fait du tout? Sébastien? Oui, c'est ça, c'est le principe de la solidarité entre les adhérents. Mais attention, l'AFF, c'est une grosse boutique. Hein. Il y a des adhérents, il y a des départements, il y a. Voilà, donc même si, imaginons, quelqu'un, une collectivité fait faillite, ça va pas nous faire grand-chose. On pèse pas lourd au niveau de l'AFL, quoi. Ouais, alors, est-ce que c'est au niveau des habitants, c'est réparti comment? Alors, ça, dans le détail, ça, je ne pourrais pas vous dire. Vous avez pas... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et contre Non, je n'ai pas suffisamment d'informations. Ah, il y a des presque, hein. Personne en visio? Un seul? Deux, j'ai deux voix. Mais on est contre, hein. Ouais, c'est clair, de contre. Alors, 2 voix contre. La procuration et Antoine. Qui s'abstient? Personne en visio? Ok, merci. C'est adopté. On va passer à la question 5. Ouverture des crédits d'investissement 2022. Encore une fois, je vous parlerai, enfin, je ne vous dirai pas le rapport, mais voilà, est-ce qu'il y a des questions? On pourrait peut-être juste reprendre le projet de délibération à la fin, parce que s'il y a des gens qui regardent la visio, ils ne savent pas le faire. Ouais, mais en général, il n'y a personne d'autre en visio que des... Ah non, mais il est filmé. Mais c'est filmé dans l'autre, vous pouvez donner la fin de la délib, d'accord? T'as raison. Pas les justificatifs et l'intitulé de la délibération. La dernière partie de... La délibération, le projet Avec le tableau. Ouais. Projet de délib avec le tableau. L'ouverture des crédits d'investissement, c'est ça? Ouais. Alors, ouverture par anticipation des crédits d'investissement au titre de l'année 2022 pour le budget principal selon la nomenclature détaillée ci-après. Immobilisation incorporelle, 2051 sur le chapitre, concession des droits similaires, 100 000 €. Subvention d'équipement versé, projet d'infrastructure nationale, la 204153 pour 650 000 €. La 20422 bâtiments et installations, 28 000 €. Ensuite, les immobilisations corporelles, la 21318, autres bâtiments publics, 45 000 €. La 2138, autres constructions, 426 000 €. Autre matériel informatique, il n'y a rien. Travaux en cours dans la construction, la 2313, 268 000 €. La 2315, installation, matériel et outillage, 1 400 000 €. La 261, titre de participation, 2500 €. Autre immobilisation financière, dépôt de cautionnement versé en 275, 1400 €. Décide d'ouvrir par anticipation les crédits d'investissement au titre de l'année 2022 pour le budget annexe des ordures ménagères selon la nomenclature détaillée ci-après. Niveau de vote, chapitre, article, on est d'accord. Immobilisation incorporelle, la 2051, concession et droits similaires, 7500 €. Immobilisation corporelle, la 213-18, autres bâtiments publics, 10 000 €. La 21-848, autres matériels de bureau et mobilier, 10 000 €.
travaux en cours, la 2315, installation matériel et outillage à hauteur de 109 000 euros. On va avoir un détail sur le 2138, 86 000, et sur le 2315, 1,4 million. Je pense que Thierry, ça on peut... Thierry, Sébastien. pas Thierry, peut-être Sébastien Cotensin. Oui, en fait, c'est une délibération d'ouverture des crédits dans l'attente du vote du budget, d'accord? Donc, en fait, il n'y a pas de détail de dépenses, d'accord? C'est au cas où il y a des problèmes, il y a une urgence, etc., en investissement, il faut qu'on puisse pouvoir engager, la CSPHBA doit faire des engagements comptables, il doit payer certaines factures en cas de besoin, je dis bien en cas de besoin. Donc, ce sera des petits montants, des petites sommes. Là, c'est une ouverture de crédit qui est limitée. En général, la M4, enfin, là c'est la M57, permet l'ouverture à hauteur de 25%. C'est pour ça que les montants sont un peu élevés, parce qu'on avait des crédits l'année dernière assez importants, mais il n'y a pas de détails à proprement parler. D'accord? Donc c'est vraiment une ouverture de crédit dans l'attente du vote du budget au cas où on ait besoin de dépenser en investissement. Voilà. Est-ce que cette explication de Sébastien éclaire les membres du conseil, hein? Sachant donc que c'est pas parce que nous les avons inscrits que nous allons les dépenser et que nous aurons toute précaution à prendre avant le vote du budget. Des questions Fabienne? Moi, je trouve que les sommes, elles sont très élevées, quoi. Moi, je trouve qu'on pourrait jouer un peu plus à prudence, quoi. Sébastien? C'est possible de réduire les montants, hein, bien sûr. Hein. C'est les ouvertures de crédit qu'on prend chaque année dans l'attente de votre budget. Alors qu'au niveau de la CCPHBA, moi je viens d'arriver, je ne sais pas si c'était fait chaque année comme ça, mais dans les communes, ça se pratique. On le pratique souvent. Hein. Le budget est voté en mars, en avril. Donc voilà, mais on peut réduire certains montants, effectivement, notamment les travaux en cours, l'installation, effectivement, on peut réduire un peu le montant, si vous voulez. Mais nous aussi, on a pris ce ratio à la mairie d'autant, mais les sommes, elles ne sont pas aussi importantes que ça, quoi. Je veux dire, c'est pour aller jusqu'au mois de mars, quoi. Donc je me dis, wow, c'est beaucoup d'argent, quoi. Voilà. C'est une remarque que j'entends, mais la Comcom, c'est pas tout à fait une commune d'une part, et d'autre part, nous avons abordé ce point sans remarque trop particulière ou quelque débat en bureau la semaine dernière. Hein. J'étais pas là. Ben si, t'étais, non? Non. T'étais pas à celui-là. Ah ouais, d'accord. Ben il me semblait, parce que tout ça a été longuement exposé par le bureau, et théoriquement, nous avions un accord du bureau sans que il y ait de problème particulier dès lors que nous avions bien dit, d'abord, c'est avant le budget, et deux, c'est pas plus de 25%. C'est d'abord sur la trésorerie. Et en plus, moi, si j'ai quand même une petite annotation à faire, notamment sur ce qui s'est passé sur le budget, on avait bien dit l'année dernière qu'on allait faire un budget en antériori. Vous savez pourquoi on ne l'a pas pu le faire, et je pense que les conseillers communautaires de Villerue sont bien au fait, et croyez-moi qu'ils seraient passés de repasser aux élections, mais forcément tout ça, ça se décline que maintenant on est dans un système où on est finalement plus en antériori, on est obligé d'anticiper ces crédits pour le fonctionnement, et j'ose espérer, parce que la vie, on a pu la mesurer, qui est des fois bien compliquée, que le prochain budget, on le fera en antériori, et que tout ça sera que du passé, et qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher des sommes d'argent provisionnées pour pouvoir faire fonctionner correctement notre établissement. Et donc, encore une fois, faute à pas de chance, faute à des gens qui supportent mal de perdre, on s'est retrouvé dans cette situation. Voilà, et je tenais à le signaler parce que pour remettre dans le contexte De toute façon, ces investissements-là, ils ont été déjà adoptés. Après, il y a des factures qui n'ont pas été mandatées. Si elles arrivent aujourd'hui, il faut bien qu'on soit en capacité de mandater. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'autoriser à ouvrir des crédits pour pouvoir mandater ces factures. Il n'y a pas de solution. Sachant que les factures, c'est Claude Bossec qui envoie une partie, non?
Enfin bon, voilà, ou moi. J'ai un doute. Je vois pas ça qui est très enfant des Bon, allez, je pense que on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Regarde en vidéo. Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Et le point suivant, Claude. Autorisation de donner. On va dire M57. Bravo. J'avais simplement, avant de prendre cette question, je voulais quand même expliquer ce que le processus de validation d'une M57 donc, et du compte financier unique. Alors, la CPH, il faut savoir qu'on est là, bien entendu, on avance. 2024 étant la date butoir pour pouvoir rentrer sur cette M57 et ce compte financier unique. Donc c'est bien d'une façon volontaire et d'une façon expérimentale que l'on met en place ce compte financier unique sur l'année 2022. Les avantages, parce que j'ai fait un petit récap pour un petit peu à ce que tout le monde, je pense que le public aussi a le droit de savoir les avantages de ce système de compte financier unique, de CFU. C'est donc de favoriser la transparence et d'améliorer la lisibilité de l'information financière. Un seul et même compte produit pour l'ordonnateur et le comptable et l'unicité de la comptabilité publique. Améliorer la qualité des comptes. Unicité de la comptabilité publique applicable aux collectivités territoriales, sauf le SPIC. Adoption de la M57 nécessaire et préalable au compte financier unique. Donc, si vous voulez, c'est un mode aujourd'hui de fonctionnement qui va nous permettre une certaine souplesse, mais par contre, de l'autre, il y aura une certaine rigueur, c'est-à-dire qu'on devra forcément provisionner nos articles et nos comptes d'une façon précise, et ça donne une souplesse, une certitude que l'on va pouvoir porter finalement notre prochain mode de fonctionnement d'une façon beaucoup plus fluide. Sachant que des communes sont déjà sur cette expérimentation, notamment on peut parler d'Audintiche qui a commencé déjà à ce que ce processus soit validé. Donc maintenant, s'il y a des questions particulières sur ce mode comptable, parce que c'est un mode comptable que l'on est en train de mettre en place, s'il y a des questions, je suis prêt, et au demeurant, si je ne suis pas assez qualifié pour répondre, si c'est une question trop technique, nous laisserons Sébastien prendre la parole et vous donner la réponse. Je veux dire, notre projet de délibération, si je comprends bien, on autorise le président à faire des mouvements sur tous les questions d'investissement et fonctionnement de la limite de 7,5%. C'est ça. Donc, si ça fait moins de 7,5%, il n'y a plus besoin de passer dans ces communautaires. C'est faire des chapitres à chapitre, c'est pas de créer de nouveaux investissements. Voilà, c'est pour les modifier. Chapitre à chapitre. Oui. Et donc, il fait comme il veut. La limite de 7,5%, il fait comme il veut. Oui, c'est une manière de voir, mais je dirais qu'en général, il fait comme il doit. Ouais, mais est-ce que le doigt du président il correspond au doigt des conseillers communautaires? C'est une question. Ça s'appelle une question de confiance dans le président, et je vais rappeler, M. Matucci, ce que j'ai dit en bureau. Si j'étais amené à prendre de telles décisions, je ne la prendrais qu'en concertation avec le vice-président chargé des finances. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse comme avant, mais dans ce cas, nous ne serons plus dans la M57, et que nous fassions très régulièrement des DPM, qui en général passent en fin de conseil, qui sont techniques et qui sont votés à l'unanimité, parce que tout le monde sait que c'est une nécessité dans un chapitre de pouvoir bouger certaines sommes, on peut refuser la M57 avec tout ce qu'elle suppose. Mais je ne vois pas l'inquiétude qu'il pourrait y avoir, si ce n'est évidemment, mais que va encore faire le président, mais ça, chacun en est libre. La question a été posée lors du dernier bureau, justement, par rapport à la confiance et ainsi de suite, et
Et Patrick Richer s'est engagé justement à chaque fois à prendre une décision en passant par Claude et les finances. Hein, c'est bien ce qu'on a compris, c'est bien ce qu'il a dit là. C'est-à-dire qu'au bureau, bah oui, il le redit maintenant, donc en conseil communautaire. Que non, mais c'est pour répondre, parce qu'on a soulevé cette question en bureau la dernière fois, effectivement. Oui, Patrick n'était pas là. Donc, je ne veux pas essayer de mettre aujourd'hui un sujet. Patrick est bien, hein? Non, Mais si, il était là. Alors, Patrick, je vous laisse répondre. Non, il était là, c'est la réponse qu'on a faite la dernière fois. Oh non, mais ma réponse, je l'ai faite et j'en ai pas d'autre à faire, voilà. Là, c'est des chapitres. Parfois, il y a une facilité. Donc la M57 appliquée au dentiste, ça veut dire que Viviane pourra jusqu'à 7,5% faire des mouvements de compte à compte dans un chapitre, voilà. Sans passer par une DVM et un conseil municipal avec 25 points à l'ordre du jour. Ouais, mais sur les délégations permanentes, je me suis réduit les montants. Oui, mais ça, c'est de votre droit le plus strict, Viviane. Revenons à la question de ce soir. Est-ce qu'on autorise le président à des virements de chapitre à chapitre dans le cadre de la M57? Claude, vous voulez bien mettre au vote, s'il vous plaît? Qui est contre? Qui est contre? Visio, je ne vois personne. Non? Qui s'abstient? Visio, je ne vois personne. Non? Donc, un contre, monsieur Gérald Natuzzi. Merci. On va passer sur l'autorisation. Non, pardon. Alors, on est dans du développement économique, donc Claude, c'est encore pour vous, vous êtes la vedette du soir. Ouais. Avis conforme pour l'ouverture dominicale des commerces de Villerue. C'est ça. Et alors donc on a des dates, le 30 octobre 2022, le 6 novembre 2022, le 13 novembre 2022, le 27 novembre 2022, le 4 décembre 2022, le 11 décembre 2022 et le dernier, le 18 décembre 2022. Alors je le répète, hein, c'est les 7 dimanches que nous pour la ville de Villerue, il y a les 5. Alors, avec la loi Macron, maintenant, on est dépassé, mais avant, c'était les. Alors, à Villerue, on a délibéré pour les 5 dimanches qui la journée du maire. Après, c'est les commerçants qui nous ont sollicité, et donc là, c'est les autres. C'est les 7 autres ouvertures du dimanche. Alors, la question que je me posais, c'est est-ce que les commerçants d'Audintiche ou d'autres communes ont fait la demande aussi? Parce que vu que la compétence elle appartient à l'Interco, est-ce que justement. Non, le problème c'est qu'on devait faire avec forcément pour essayer de faire coïncider finalement les dates, parce que forcément il y a du sens de les faire coïncider, et on devrait les passer, mais je crois qu'on est un petit peu en retard, donc j'espère qu'on aura la bienveillance de tout le monde pour essayer de les passer, parce que c'est vrai qu'on est en retard sur les dates liées à ces ouvertures. Et je pense que la prochaine fois, on le mettra à l'ordre du jour et on aura les dates de l'Intiche qui coïncident réellement avec celles de notre. Et pour un complément quand même, Pierrick, il faut que tu le saches, c'est que, et je profite de l'actualité parce que ça donnera aussi du sens, c'est la première fois qu'on a pactisé avec les associations de commerce de Esch, et donc ça aussi c'est une première, et je pense qu'il y a du sens aussi pour que demain, on puisse conjuguer leurs dates de manifestation, on puisse les inviter dans les nôtres, mais d'être aussi invités dans le bassin de vie chez eux. Et je crois que c'est une première, et on peut remercier Pim Knaf et puis le bourgmestre Michaud d'avoir vraiment nous aidé sur cette espèce de transversalité qui, pour moi, a un énorme sens. Et je répéterai encore une fois, mais et j'en arrêterai là parce que je pourrais en parler des heures, mais on a vu comment, jusqu'à présent, l'économie entre Audintiche et puis Villerue était au point mort, et que depuis maintenant le mandat de Pierrick et de Viviane, on sent très bien une espèce d'émulation qui se passe, et l'intelligence collective prédomine,
et on sent réellement une motivation pour faire les choses avec beaucoup de vertu. Donc moi je tenais à féliciter nos deux présidents qui sont Julien et Virginie, qui sont à la manœuvre, et je trouve que c'est assez appréciable. Il faut de temps en temps remarquer les bonnes choses qui se passent sur notre territoire. Alors juste des compléments sur, alors déjà au niveau des dates, parce que les dates ne sont pas choisies au hasard, on prend du 30 octobre au 13 novembre, c'est la période estivale, donc c'est la demande des commerçants. Donc après, et puis après du 27 novembre jusqu'au 18 décembre, c'est qu'on a dans la période de Noël. Donc mais après, lui, pour faire coïncider, de toute façon, c'est toujours discuté, nous, voilà, il n'y a pas de secret, on voit en tout cas la situation des commerçants de Villerue, on les rencontre. D'ailleurs, donc c'est à la demande, c'était d'intégrer aussi Claude pour les prochaines discussions dans ces rencontres. Et puis après, alors bien sûr, on félicite, en tout cas, on est très content de la dynamique qu'a pris, notamment avec les nouveaux présidents d'association, que ce soit sur Odin-Tiche, avec Julien, puis aussi Virginie, mais aussi, on peut le redire, il y a aussi, même si c'est toi qui présente le rapport, mais il faut quand même savoir que tous les vendredis, il y a l'Observatoire du commerce, et que tous les vendredis, tu animes aussi l'Observatoire du commerce, donc c'est aussi du temps que tu prends pour dynamiser aussi toute la partie commerce local. Et le résultat des élections, notamment la CCI, ça a permis d'intégrer des commerçants, en tout cas locaux à la CCI, c'était une première. Donc, alors, il y a les commerçants, mais il faut aussi remettre aussi en avant tout le travail en tout cas que Claude a fourni pour justement, c'est un lien pour le territoire, et si aussi des rencontres qui puissent se faire avec H, c'est aussi sous la position de Claude, et il faut aussi le dire, parce qu'il n'y a pas, parce que s'il y a toujours l'impulsion, il faut que, comme tu dis toujours, il faut que les planètes soient réunies, là c'est le cas, et quoi qu'il en soit, donc en tout cas je profite du conseil communautaire pour dire, parce qu'il faut aussi remettre en avant tout ce qui est entrepris depuis 2020. Je suis touché, je ne verserai pas la larme. Non mais c'est sincère, et puis il faut vraiment souligner le travail, c'est pas seulement, encore une fois, c'est pas seulement deux associations de commerçants qui sont créées, c'est que derrière il y a une dynamique, et derrière il y a aussi une reconnaissance aussi de, il y a en tout cas les élus, que ce soit les élus municipaux, mais aussi l'interco, parce que c'est la compétence, et aujourd'hui il y a un vrai travail qui est fait, parce qu'avant ça a toujours été, on va pas se le cacher, tout ce qu'on a remonté, ce qui est toujours sur Villerue, c'est mieux à Odin-Tiche, ou alors peut-être que vous, Odin-Tiche, la comparaison, c'est peut-être mieux à Villerue, je l'espère. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui. Sur Odin, il n'y avait plus d'association. Non mais voilà, aujourd'hui on parle plus de cette façon, et que nous en tout cas on a la rencontre avec les commerçants. Alors bien sûr on s'occupe de la problématique locale, mais aussi on parle toujours du projet de territoire, et notamment de ce qui peut se faire au sein de l'Interco, et notamment dans une année qui est, je pense, je ne veux pas dire cruciale, c'est pas le mot, mais en tout cas qui est importante avec H 2022, c'est que si on loupait le coche, c'est nos commerces qui auraient pu en pâtir, quoi. Donc, alors c'est sûr, nous sur Villerue, il y a le festival, mais il n'y a pas que le festival, et il y a aussi notamment avec 2022, ça va profiter à tout le territoire, et c'est pour ça que s'il y a une entente avec les différentes associations de commerçants, et qu'il y a vraiment une entente au sein de l'Interco, ça permet aussi quand il y a des investisseurs qui viennent sur le territoire, qui voient aussi qu'il y a une dynamique au niveau du commerce local, parce que c'est pas en tout cas le commerce local souffre, et il n'y a pas que dans nos territoires, parce qu'on a la frontière, c'est un peu partout en France, mais ce qu'on peut noter, c'est que depuis 2020, il y a quand même une recrudescence d'ouverture de commerce dans nos communes. Ça peut être le cas comme à Auckland, avec vous, le fromager que vous avez, que ce soit sur Villerue, que ce soit sur Odin ou dans d'autres communes. Et ils ne sont pas arrivés comme ça en se disant il y a Luxembourg à côté, bien au contraire, parce qu'il y a aussi les politiques qui sont derrière, qui accompagnent les commerçants, et ça à noter aussi, quoi. Et il faut, en tout cas, je le redis, parce que tous les vendredis, il y a l'Observatoire du commerce, et ce n'est pas des réunions qui durent une demi-heure. Donc c'est du temps que Claude prend et avec les commerçants, et je trouve que c'est important, et le résultat des élections à la CCI, ça marque aussi le travail qui est engagé depuis 2020. Merci. Donc d'après ce que j'ai entendu, on nous assure que les commerçants de Villerue, puisqu'il y a ces instances-là, ont concerté avec les commerçants d'Odin-Tiche en termes d'association. C'est-à-dire que là, puisque là, je pense, où je me trompe, nous, on a droit à 7 dates au niveau de la communauté de communes. Si on les donne toutes à Villerue, donc obligatoirement, le travail en amont, c'est déjà fait entre les deux associations. Non, je dis qu'il y avait du sens à ce que ces dates correspondent. Entendez-moi, pas que les commerçants d'Odin-Tiche reviennent un petit peu en disant sinon on avait su, on aurait bien pris le dimanche,
hors décision du maire. C'est pour ça que je voudrais que les choses... On parle d'équité, là, parce que là, on donne cette date. Il n'y a pas de demande. Oui, mais bon, ce soir, je ne sais pas, ça peut éveiller les esprits. Non, mais on a déjà vu qu'on était déjà en retard pour donner ces dates, et forcément à l'Observatoire, les dates convenaient aux deux associations. Donc c'est pour ça que je me suis permis de dire et qu'on allait faire rétroactivement. Mais si vous dites qu'il y a eu de la concertation, bien entendu, après... Parce que là, on les donne une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai rien de les donner je ne suis pas contre de les donner à Villerupt. Mais en matière de justice, je veux dire pas qu'il y a un retour des commerçants de l'Altiche en me disant... ne t'inquiète pas, Carmelo, tout ça est sous contrôle. Je vais simplement aussi vous demander une chose, c'est qu'on a quand même un trou dans la raquette sur notre dynamique. C'est que sur Autange, Boulange et Aumesse, nous n'avons pas de représentants. Et il faut, on essaye de s'activer pour retrouver quelqu'un qui puisse prendre finalement cette particularité de l'organisation d'une association, et c'est pas ça. Et donc je vous invite fortement demain à voir dans vos communes si quelqu'un veut se porter un petit peu à la hauteur de cette responsabilité d'association, parce qu'on a un trou dans la raquette sur notre territoire. Et je ne pense pas qu'à Autange, il n'y ait pas des commerces attractifs, des commerces dynamiques, et donc tout ça devrait être, et même à Aumesse, peut-être un peu moins à Boulange parce que vous avez un peu moins de commerce, mais ceux qui sont là sont aussi des gens qui sont actifs, et il faudra bien à un moment donné qu'on retrouve un président qui reprenne ce bassin de vie. Et je voulais simplement donner une petite note, parce que si on peut me le permettre, moi j'ai les derniers rapports de Codéfi qui parlent bien entendu du Grand Est. La hausse de l'endettement en ce qui concerne les petits commerces est pas à prendre à la légère, et la baisse aussi de la trésorerie. Alors si même demain on entend l'embellie du commerce et des entreprises, sachez que la hausse de l'endettement est quelque chose d'important, qu'elle donne une certaine température sur la capacité de l'entreprise d'être plutôt vulnérable ou pas. Et puis la baisse de la trésorerie, vous savez très bien que demain, alors je ne vais pas être oiseau de mauvais augure, mais demain, s'il y a de l'inflation, vous allez bien comprendre que tout ça risque d'être un peu compliqué pour nos petits commerçants qui ont une trésorerie qui est de plus en plus fragile. Et j'aime bien quand le gouvernement explique l'embellie, mais derrière, il se cache quelque chose d'assez sournois, le risque de cette envolée sur les prix. Et donc, je tenais quand même à vous le faire. Et la Codéfi, on s'en fait l'écho. Et je pense qu'il fallait aussi remettre, à un moment donné, quand on est dans une période préélectorale où on dit que tout va bien, que le commerce va bien, tout se porte bien, c'est vrai, que les carnets de commandes sont pleins et tout ça, mais l'endettement est là et la trésorerie est fragile. Voilà. Et donc l'inflation guette. Et je pense que demain, si l'inflation reprend son pic, ça sera un peu compliqué. Mais ça, je vais vous donner mon avis et l'explication aussi de cette embellie qui est pour moi qu'une espèce de brouillard que l'on nous jette. Ben, merci bien, Pierrick, pour... Ouais. Donc j'allais dire, après ce bilan, et on s'est un peu écarté du sujet, mais ce n'est pas inintéressant, est-ce que nous autorisons, après avoir pris la précaution de penser que Audintiche qui reviendra, même si c'est un peu hors délai, pour qu'on puisse donner la même autorisation, est-ce que nous autorisons l'ouverture de ces commerces dominicaux aux dates qui ont été précisées? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Bien, je viens de décaler ma visio que je vous avais annoncée à 19h15. Donc, comme il n'y a que des points divers ensuite, je les laisserai hors ma présence. Je tenais néanmoins, il a été discuté en bureau, l'opportunité de signaler à nos autorités, et en particulier au 57, dans le cadre du plan Orsec et la distribution de pastilles d'iode aux populations de Villerupt et Tigre. À ce propos, j'ai eu le sous-préfet pratiquement le jour même ou le lendemain, qui m'a dit effectivement il y a quelque chose là qui ne va pas bien, et donc je lui ai dit que nous adresserions officiellement à lui très prochainement. Il en est donc prévu. Nous avions prévu éventuellement d'écrire une motion que nous n'avons
pas eu le temps. Ce que je vous demande, c'est l'autorisation de rédiger ce courrier à l'attention du sous-préfet pour dire ce qui a été dit en bureau. Est-ce qu'il ne serait pas bon que nous prévoyions la même distribution de ces pastillones à Villerupt-et-Tille, et puis que nous voyons éventuellement comment cette distribution peut se faire harmonieusement sur le territoire, puisque il y a aussi là peut-être un trou comme tout, un trou dans la raquette de procédure. Il ne faudra pas oublier Renault de Hérisson. Oui, non, mais je n'oublie personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on aurait pu mettre une motion sur table, ce que nous n'avons pas eu le temps de faire, mais je souhaite l'autorisation du conseil communautaire pour m'adresser au sous-préfet dans ces termes. Est-ce que le conseil m'y autorise? Parce que j'écrirai au nom du conseil communautaire et pas au mon nom propre. Oui? Il faut juste savoir qu'il y a des concertations qui sont menées en ce moment par la préfecture. Je sais. Notamment dans le cadre du plan Orsec, et que c'est quelque chose que j'avais déjà remonté parce que le périmètre qui est retenu, c'est celui de l'intercommunalité. Tout à fait. Donc le sous-préfet, lorsque je le lui ai signalé, m'a dit c'est nous, en tant que 57, qui sommes responsables de ça, et je vais voir ce que nous pouvons ou devons faire. Donc j'ai attendu éventuellement un retour du sous-préfet, j'ai essayé d'avoir aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Donc nous n'avons pas préparé cette motion par manque de temps, mais donc je vous demande l'autorisation d'écrire au nom du conseil du sous-préfet en reprenant l'ensemble des choses qui viennent d'être évoquées ce soir. Est-ce que j'ai cette autorisation? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bien, écoutez, je vous remercie et je laisse donc Claude finir cette séance. Quant à moi, je rentre en visio tel que prévu et je vous souhaite à tous le bonsoir. Moi j'avais dans les questions diverses, j'avais une présentation qui à mon sens ne se fait pas assez souvent. C'est de remercier le pôle environnement du travail et forcément je vais citer les gens qui aujourd'hui à travers, et vous savez que nous sommes en plein déploiement de la TOMI avec quelques particularités, quelques couacs, comme tout déploiement. Je vous donnerai prochainement les statistiques parce qu'on est en train de voir chaque bac est forcément lié, connecté. Donc on va pouvoir savoir ceux qui sortent une fois par mois, ceux qui sortent 2 fois dans le mois, ceux qui sortent 3 fois. Donc on va savoir si là on a 1 mois d'existence avec cette nouvelle modélisation du tri sélectif incitatif. Sachez encore une fois, parce qu'on a vu avec Thierry, que c'est bien aujourd'hui une année blanche qui mettra en évidence sur combien on va payer si on avait constaté finalement des gens vertueux ou pas. Hein. Et donc il n'y aura pas d'incidence sur cette année, sur la taxe foncière de cette TOMI. En revanche, ce que je voulais redire, c'est que derrière, vous avez un travail qui est fait, parce que moi je me suis mis en immersion avec les gens du pôle environnement. Donc j'ai été voir les rippers, j'ai été voir les chauffeurs, voir un petit peu comment ils voyaient sur le terrain comment ça se passait. Donc certes, on a des problèmes avec des bacs qui sont où il y a des problèmes de puces, où il y a des problèmes de lecteurs. Tout ça, sachez que pour votre information, à chaque fois qu'il est levé et qu'il n'est pas reconnu, il reste en une position de ne pas être béné. Donc on met un petit autocollant, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui de relation entre le bac et la base de données, de façon à ne pas faire n'importe quoi. Donc on garde ce bac de côté, on met un petit autocollant, et puis vous avez une petite main que j'aime bien, que je mettrai un petit peu avec une espèce de satisfaction, Doreen Reuter, hein, qui reçoit les coups de téléphone hein, et qui donne la possibilité de réintégrer finalement la base de données qui va permettre de faire vivre ces données tout le long de cette période blanche. Après, derrière, vous avez aussi la problématique de quoi? On peut s'apercevoir que demain, même si on fait les meilleures informations, il y a 3 cas bien précis. Le premier, s'il est sorti toutes les semaines, c'est peut-être une hypothèse de containerisation qui est insuffisante,
C'est-à-dire que vous prenez un 80 litres alors qu'il vous faut un 240 litres, donc il est plein et vous le sortez. Donc ça peut être un constat d'une mauvaise utilisation de la taille de la conteneurisation. Et puis de l'autre côté, vous avez cette possibilité d'avoir pas compris les enjeux de la sortir toutes les semaines et qu'il faudrait attendre qu'elle soit pleine pour la sortir. Et là, c'est préjudiciable parce que forcément, on sera à la levée et non pas au poids. Il faut bien expliquer aux gens qu'il faut attendre que la poubelle soit pleine, le conteneur soit plein pour le sortir. Et le dernier constat qu'on peut aussi s'apercevoir, c'est que, bien entendu, lorsque vous avez votre conteneur qui est devant la porte et qui ne peut pas être rangé, il faut qu'il soit mis avec une petite étiquette dessus, de façon à ce que le ripper, quand il arrive, il ne puisse pas prendre le conteneur parce que vous lui interdisez, si vous mettez cette étiquette, ce petit collet, et ça permet visuellement au ripper de ne pas enlever votre poubelle. Donc, quand on regarde tout ça, bien entendu que c'est préjudiciable sur la compréhension, mais quelque part, on s'aperçoit d'une chose. Alors moi, je reprends le terrain. On nous dit que de plus en plus, il y a de moins en moins de sacs noirs mis sur le côté. Donc ça prouve bien que les gens intègrent maintenant qu'il y a une capacité à ne plus mettre des sacs noirs comme ça. Et la deuxième chose, on s'est aperçu aussi qu'il y avait pas mal de nos administrés qui profitaient de ce service sans payer. Et donc, forcément, s'il n'est pas dans les bases de données, s'il n'est pas... Donc, on rééquilibre d'une façon honnête le nombre de personnes qui, aujourd'hui, sont liées au foyer qui devra payer cette taxe d'ordure ménagère. Quand je vous ai dit ça, je voulais aussi parler de Jean-Marc Beatulot, hein, que je remercie pour m'avoir inséré dans cette stratégie de comprendre ces enjeux. Derrière, bien entendu, j'ai été dans un camion. Je me suis permis de me mettre aussi dans le camion et de voir un petit peu ce qui s'y passait. Donc je remercie M. Bianco, Michael, de m'avoir accepté dans son camion pour voir un petit peu comment se passaient les éléments liés à quand on est chauffeur. Et puis je voulais remercier aussi Nathalie Willem, qui mine de rien, malgré toujours un peu un caractère punchy, c'est une fourmi de travail. Et même si des fois on a du mal à cerner le personnage, et plus on va près d'elle, voir ce qu'elle fait, elle le fait vraiment avec sincérité, volonté, avec vraiment de la pugnacité, encore une fois pour l'intérêt général et dans une intelligence collective, parce qu'elle anime une équipe qui pour moi est une équipe qui est à la hauteur des enjeux. Je pense qu'on sait très bien, et vous avez vu l'actualité, hein, quand on a des problèmes de déchets, et je ne vais pas vous donner le triste exemple de Marseille, mais quand ça se passe mal, c'est quand même compliqué de s'apercevoir comment ce service peut vite se dégrader. Et derrière, je voulais aussi avoir, parce qu'on avait parlé de cow-boys, moi aussi un petit peu, j'étais un peu qui verbalisé, et j'ai été voir leur travail. Et je vous assure, quand vous passez un moment avec eux pour savoir ce qu'ils font, ils récupèrent finalement des sacs, certains sacs isolés qui sont laissés. Ils vont chercher l'origine des déchets pour trouver des preuves et des traces. Alors certes, il y a eu des PV qui ont été mis, qui auraient pu être plutôt considérés avec bienveillance, et on a globalisé tout ça, et je suis d'accord avec vous que derrière, c'est préjudiciable pour certaines personnes qui ne méritent pas. En revanche, si vous regardez l'ensemble des PV qui ont été dressés, c'est réellement des gens qui se foutent de notre gueule, honnêtement, je vous le dis. Après, les conditions de travail, honnêtement, moi j'ai vu comment on opère, hein. Quand vous rentrez dans vous coupez un sac comme ça, vous avez de la détriture, à un moment donné, je me suis même senti mal, et je dis, à un moment donné, ils font ce boulot-là, quoi. Et on doit au moins respecter ce travail, même s'il y a encore des petits problèmes de cadrage, de modélisation. Je trouve que monsieur Willem Gérard et Maxence Fréchin sont tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Alors encore une fois, on voit qu'il y a de moins en moins de sacs dispersés, donc moins en moins de recherche. Et puis l'intérêt c'est quoi? C'est de voir notre police environnementale faire autre chose que la collecte, quand la collecte sera vertueuse et qu'il n'y aura plus de préjudice sur nos trottoirs et sur nos routes. Voilà, et de temps en temps, il faut donner un petit éclairage à ces gens qui travaillent le matin de bonne heure, qui sont là, qui bossent, qui sont méritants,
Et je pense que, alors aujourd'hui c'est eux, mais demain ça peut être un autre service. Et je voulais leur rendre hommage et les féliciter pour le travail qu'ils font chaque jour à travers ce service qui est, à mon sens, un travail pénible et compliqué. Voilà. Claude, j'ai rien contre le coup de chapeau, c'est très bien, je suis le pour. J'ai deux remarques à formuler. D'abord, pas de cocorico sur le fait qu'on trouve de moins en moins de sacs, mais peut-être si on ne les trouve pas là, on va les trouver dans les champs ou je ne sais pas où. Donc ça, on pourra faire un bilan de nous, les maires au niveau des communes, en fin d'année. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand tu dis que c'est une année blanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que cette année, ça impactera leur taxe de l'année prochaine. Donc c'est pas tout à fait une année blanche. Alors, je réponds précisément. C'est-à-dire que l'année 2022 va servir à mettre en place la taxe incitative. Et il fallait bien parler de données. Et donc, tu as raison, on se servira de la base de données de cette partie blanche pour mettre la taxe aujourd'hui des ordures ménagères pour 2023. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui on essaye de comprendre le mode de fonctionnement, savoir s'ils ont bien compris, parce que c'est un problème de compréhension, parce que vous avez bien vu que le tri sélectif s'est agrandi, que l'on peut mettre de plus en plus dans le tri sélectif des déchets que l'on n'avait pas le droit. Donc nous, et ce que j'ai demandé un petit peu aux reapers, c'est qu'ils sont bien, ils sont aperçus que finalement on avait pratiquement doublé le volume du tri sélectif. Et donc quelque part, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais bien souvent, et je vais revenir au problème, bien souvent des gens habitaient dans des maisons et se servaient de ce service sans être répertoriés. Et là où je ne suis pas trop d'accord avec toi, il peut se déplacer, mais je pense que ça sera, à mon avis, à la marge. En revanche, on a redonné cette justice de pouvoir facturer ce service à des gens qui n'ont jamais été aujourd'hui inquiétés sur les taxes d'ordures ménagères. Donc ça, c'est une preuve, et Jean-Marc Gatulot a été assez habile, et il s'est coltiné pratiquement les porte-à-porte, il a trouvé finalement un certain nombre de gens qui ne payaient pas, hein. Donc notre base de données s'améliore, et je pense que derrière, forcément, c'est des recettes supplémentaires. Alors moi et rappelez-vous, hein, j'avais été un peu surpris, et je fais pas une posture différente. Je pensais que quelque part, c'était cette taxe incitative pour les enlèvements des ordures ménagères, ça aurait été préjudiciable pour la collectivité et d'avoir des prix qui risquent d'être pénibles en 2023. Mais quand je vois que finalement derrière, on a remis des conteneurs qui sont bien dimensionnés, hein, quand on a 4 ou 5 personnes, les 240 litres est une obligation. Avant, on mettait un petit conteneur et puis on mettait 3 sacs à côté. Et donc, forcément, quelque part, on n'avait pas la justice de payer à son juste prix ce qu'on générait en ordures ménagères. Donc, moi je pense que, et là où je te donne raison, c'est qu'il faut informer la population. Il ne faut pas informer la population d'une façon qui soit généraliste. On a maintenant les dossiers de savoir qui sort sa poubelle tous les jours. Alors il faut bien entendu, je reviens à ce que disait Thierry, à un moment donné on a une base de données qui est forcément une base de données un petit peu compliquée, hein, parce qu'on sait le nombre de personnes, enfin on peut déterminer, donc il y a une protection des données qui doit être absolument gardée en confidentialité, mais on saura expliquer aux gens qui la sortent toutes les semaines, on aura un indicateur, une alerte, qui nous permettra de donner l'information à des gens qui en ont besoin. Au jour d'aujourd'hui, d'être généraliste, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que on va faire du public, on va les faire, mais 10, 15 personnes vont dire, ça ne me parle pas. En revanche, faire du phoning en disant, faites attention, vous la sortez toute la semaine, est-ce que vous avez un problème de taille, est-ce que vous avez un problème aujourd'hui de compréhension sur le système, et je pourrais vous donner, hein, parce que je l'ai fait par commune, donc je me permettrai de donner à chaque commune pour savoir, hein, j'ai pris celle de Duntige pour faire la première plus simple, il y a 682 personnes qui la sortent au moins une fois toutes les semaines. Donc ça prouve bien qu'il y a 680 personnes, soit
mal dimensionnée, soit mal informée, soit ils n'ont pas mis d'étiquette pour dire au reaper ne la prends pas parce qu'elle n'est pas pleine. Donc ça, c'est des données qui sont précises, et quand je parle de la data, là, elle prend toute sa noblesse, c'est-à-dire que là, on va aller vers la population et on va pouvoir donner des informations précises. Et bon, ça prendra, ça sera au téléphone, on essaiera de les accompagner, mais je pense que ça, sur un système aussi vertueux qu'est l'incitation, il faut qu'on soit à la hauteur de la communication. Donc, une dernière remarque. Moi, j'en suis à me demander s'il ne faudrait pas systématiser un passage tous les 15 jours pour les ondes ménagères et un passage toutes les semaines, parce que même par exemple, chez Boulange, on est tous les 15 jours pour le tri sélectif. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens mettent beaucoup plus dans le tri sélectif. Quand tu habites un appartement, quand tu habites des lieux un peu exigus et que tu dois te taper maintenant 2 sacs en plus, parce que ça a doublé les volumes de sacs de tri sélectif, et pour tourner à vide, enfin pas à vide, mais à moitié de service sur le ramassage normal, je me demande s'il ne faudrait pas inverser. Après, je ne sais pas si je vais commencer dans les autres communes. Moi, en tout cas, pour la commune de Boulange, c'est comme ça que je commence à le ressentir. Mais je pense que, et tu as raison, c'est-à-dire que les données qu'on va avoir, et forcément le quantitatif de ramassage, si demain on voit que tout le monde a pris en mesure le fait de ne pas sortir systématiquement toutes les semaines les conteneurs, il va bien falloir que l'on redispose la temporalité du ramassage. Et je suis complètement d'accord pour passer, mais encore une fois, c'est petit à petit. On est à 1 mois d'expérience sur cette nouvelle modélisation des taxes d'ordures ménagères. Je pense, elle est plutôt, moi je pense, je m'attendais à plus de problématiques. Je vois qu'il y a quand même une prise de conscience. En plus, on le fait parce que tout le monde a un RSE, en fait. On est responsable tous, sociétalement et puis environnementalement, on est responsable de notre situation. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas négligeable. Je suis plutôt content sur ça. En revanche, bien entendu que la donnée va nous permettre de mettre des services adéquats. Et je te rejoins, si on peut demain sur les ordures ménagères décaler, non pas toutes les semaines mais tous les 15 jours, ça nous permettra d'éviter de faire rouler des camions toutes les semaines, et ça sera un bien pour notre communauté de communes, et ça s'appelle de l'optimisation. Et je voulais quand même vous informer que demain il va y avoir le tri qui va se passer avec les biodéchets. On aura, alors c'est chaque chose en son temps, hein, on est déjà ça, mais il faut savoir que derrière on va enquiller les biodéchets, ça sera un sac vert, et il y aura aussi là une espèce, encore une fois, et je pense plutôt sur les poubelles qui vont rester, ces conteneurs qui vont rester pendant 3 semaines sans pouvoir sortir, quand ça va être l'été, là on est en plein hiver. Vous voyez à cette question, c'est pour ça que j'essaye d'anticiper vos réactions, et forcément, quelque part, il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Et si demain, nous avons un sac vert en biodéchets qui nous permettra d'être vertueux, parce que le biodéchet, on va pouvoir l'utiliser pour, vous savez, des choses assez appréciables, telles que aujourd'hui, hein, on sait très bien que les méthanisations ne marquent qu'avec et plutôt bien avec le biodéchet. Donc, je pense qu'il y a plein d'évolutions sur ce tri sélectif qui nous donnent des perspectives quand même vertueuses. Et je pense que demain, on n'est pas au zéro déchet, bien entendu, mais on s'y approche petit à petit, et chaque chose doit prendre son temps et amener finalement cette amélioration au quotidien. Et je suis d'accord avec tes remarques, Tony, mais maintenant, en tout cas, on a une équipe, encore une fois, moi c'est pas un coup de chapeau, hein. C'est honnêtement, j'ai pris le temps d'aller les voir, de discuter avec eux. Honnêtement, on a des gens qui sont formidables, quoi. Et je ne le dis pas d'une façon démagogique, je le dis parce que je le pense, parce que les gens, ils aiment leur métier. Ils font leur métier convenablement, parce qu'ils l'aiment. Donc je voulais à un moment donné faire une petite projection sur eux, un petit projecteur, pour leur dire merci. Et je pense que vous vous associez un petit peu à ma démarche, parce que quelque part, on a toujours l'impression que les services partent comme ça, avec finalement, mais non, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont là au quotidien et qui font leur boulot. Voilà. Je voulais rajouter un petit truc, parce que tout à l'heure, tu as parlé des 2 agents. Oui, ce sont 2 agents et pas 2 policiers, on est d'accord, puisque quand on a parlé du Starsky Hutch une fois, c'est pas pour dire c'est des Starsky Hutch, c'est pour justement leur dire vous êtes 2 agents, vous avez un rôle aussi de sensibilisation. Personne ne les traite de policiers, hein, on est d'accord là-dessus.
Moi, je pense que tout système doit être, est là pour être amélioré au fur et à mesure. Donc, les années sont là expérimentales. Hein, donc, on travaille là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, moi, je pense à une chose, c'est que quand il y a des contrevenants ou des gens qui ont été, entre guillemets, verbalisés, qui sont de bonne foi, la possibilité de s'expliquer. Hein, puisque si c'est à cause d'un PAB qui est trop plein dans les quartiers, et que la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle met à côté du PAB ou elle rentre sa poubelle à la maison pendant une semaine? À la maison, c'est-à-dire dans un appartement. Est-ce que, à la limite, le mieux, c'est justement qu'elle dépose son sac à côté du PAB qui est trop plein, surtout quand on a des enfants, c'est ce qui arrive à Blanche, et se retrouver avec en plus 200 € de verbalisation, alors qu'on est maman avec 2 enfants, avec un salaire au minimum. Je veux dire, quelque part, il faut donner la possibilité, après, si la personne s'explique, et que quelque part, ce n'est pas une personne malveillante, puisqu'il y a des bienveillants qui sont contrevenants, quoi, à la limite, il faudrait qu'on leur donne la possibilité de s'expliquer et qu'on revienne aussi sur la verbalisation. Je ne veux pas dire que si on fait comme ça, on fait pour les autres et compagnie et tout. Non, il y a des cas qui s'expliquent. Toi-même, tu m'as dit un cas de 2 jeunes qui débarrassaient la maison d'un parent qui était décédé. Ils n'étaient pas de la région, ils ne savaient pas comment que ça fonctionnait et se sont retrouvés à être verbalisés aussi. On est d'accord. Donc il faut quand même améliorer le système. Et à ce niveau-là, moi, je milite pour qu'il y ait une réflexion à ce niveau-là, que les communes peuvent être prises en considération et que quand on dit que la personne est bienveillante et que le PAB était trop petit, que le PAB était trop plein et que la personne ne pouvait pas faire autrement, elle n'a pas à payer ces 200 € d'amende. Alors, juste pour répondre, c'est pas une amende, c'est une taxe d'enlèvement. Oui, une taxe d'enlèvement. Mais quand on a rencontré justement... Faites pas la différence. Une amende, c'est une amende. Une taxe d'enlèvement, on vient avec quelqu'un qui vient enlever le sac, et il y a bien, au jour d'aujourd'hui, une espèce de service pour enlever ce portefeuille, ça a la même assurance. Non, bien sûr, mais juste pour rappel, quand on a fait en tout cas, quand au bureau, les agents de l'environnement sont venus présenter un peu le service, la question avait été posée par rapport au PAV, et ils avaient bien dit qu'avant de faire l'enlèvement, ils contrôlaient si oui ou non le PAV était plein ou s'il était bloqué. Parce que nous, c'est le cas sur les rues, on ne va pas se le cacher, il y a souvent certains PAV qui sont bloqués parce qu'il y en a qui débloquent avec des sacs de plus de 50 litres. Voilà, et donc du coup, en tout cas, la réponse qui avait été apportée au moment où on avait soulevé quand on avait soulevé ce problème-là, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'avant de faire venir, alors de ne pas payer la taxe, mais quoi qu'il en soit, et avant ils contrôlaient, avant justement de mettre cette taxe dans l'enlèvement. Moi j'ai rien contre les agents et les personnes qui travaillent, je parle simplement d'un fonctionnement, d'accord, et je n'accuse aucunement les agents de faire leur travail. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de trou dans la raquette, on a dit que globalement il y avait des PV, il y avait des PV des taxes d'enlèvement, vous me faites finalement l'être sur le même chapitre de raisonnement. Mais derrière, bien entendu qu'on doit améliorer, bien entendu qu'on doit, mais je pense que dans l'ensemble des PV, des taxes d'enlèvement qui ont été mis en place, il y a quand même aujourd'hui très peu de cas comme ça, très peu. Et je suis d'accord, on doit vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'injustice, parce que forcément, quelque part, 200 €, c'est quand même... Oui, mais si la mairie s'engage par rapport à une personne, je veux dire que la mairie, c'est pas n'importe qui non plus, et qu'on ne vienne pas nous dire c'est au CCAS de payer à la place de la personne. D'accord? C'est... La René qui veut parler. Si maintenant... Vas-y. Juste les PAV, c'est apport volontaire, donc c'est quand il est plein, à l'époque, il devait être connecté. Ça veut dire que quand c'est connecté, la communauté de communes, elle est au courant qu'il est plein, elle vient le chercher indépendamment du jour. Donc ça veut dire que, alors moi je donnerai le PV qu'à partir du moment où c'est connecté et qu'il y a le sac à côté. Si c'est pas connecté, ben tant pis, c'est le PA, elle n'est pas au point encore pour le ramassage. De ce point de vue-là, pour les autres à côté, c'est pas pareil. Mais il faut faire attention parce que... Et en plus, quand tu mets dedans, ça se fait... Bon, moi, je vais pas... Il reste encore 2 points. On a dérivé, il reste encore 2 points à finir. Mais encore une fois, on a amélioré le système.
bien entendu qu'on regardera cas par cas, de façon à... Non mais là, je veux dire que vous n'êtes pas encore, enfin, la CPHVA n'est encore pas au point, puisque moi j'ai une poubelle qui est ouverte, il n'y a pas de tombereau là, pour mettre le machin, il n'y a pas de serrure, donc n'importe qui peut venir dans ma poubelle, sortir mon sac, mettre le sien, et moi je prends le PV. Ça peut être comme ça aussi. Hein, donc, alors c'est là qu'il faut se méfier. Il faut aller doucement avec les PV. D'abord, tu préviens les gens. Non, si, il faut les prévenir d'abord, une fois. Et une fois qu'il a compris, eh ben... C'est ce que j'avais compris. D'abord, ils étaient prévenus. D'abord, on leur mettait un petit mot, on leur disait attention, vous allez venir écouter la prochaine fois, vous serez... Sur 80 taxes d'enlèvement, il doit y avoir 4 ou 5 problèmes liés, et je suis d'accord, qui sont justifiés, qui sont pas... Voilà, on est à la marge. Enfin, c'est pas tout ce qui aujourd'hui est à remettre en question. Mais on en reparlera. Il reste 2 points. Le représentant de la CPHVA pour les organismes extérieurs. C'est pour les élus. Et la France locale. Ah pardon, oui, désolé, j'ai oublié le point 8. Nomination des représentants des collectivités, nombre de l'agence France locale. Est-ce qu'il y a des questions? C'est toi et Fabienne. Est-ce que vous êtes d'accord pour... Oui. Ah ben oui, totalement. Ah ben, alors, il faut voter alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Point 9. Représentant de la CPHVA pour les organismes extérieurs. Donc si on reprend, le STOM, Pisiac Lyrique, le PA, Moselle Fib, Collège de Villerue, Rémi Sébastien et Saint-Tom, GECT, Smitral, Guillaume Petitclerc, Smitral, en titulaire, Petoskra Daniel, pôle métropolitain frontalier Nord-Lorrain, en titulaire, et Mito Emmanuel pour le Smitral. Je veux dire que c'est la mise à jour par rapport aux élections de députés. C'est la mise à jour par rapport aux élections. Et derrière, attendez, on finit derrière. Spisiac pour les symptômes titulaires, le PA supplément Moselle Fib, Collège de Villerue, Sébastien Rémy et symptômes, GECT, Smitral, Guillaume Petitclerc, Smitral, Daniel Petroska, pôle métropolitain frontalier Nord-Lorrain, et M. Emmanuel Mito pour le Smitral. Voilà. En fait, on aurait eu les mêmes délégués qu'avant les élections de... Donc ça ne change pas. Je crois que vous n'avez pas changé. Non, non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Compte rendu des décisions prises par le président et les délégations du Conseil communautaire. Vous avez lu, je peux revenir sur le tableau, les décisions, donc la date de 06/12/2021, aménagement, demande de subvention de climaction photovoltaïque déchetterie, le 14/12/2021, culture, arrêt modificatif numéro 1, régie de recettes CPHVA pour l'Arche, le 14/12/2021, culture, arrêt constitutif, modification numéro 1, régie avancée CPHVA pour l'Arche, le 22/12/2021, aménagement, remplacement de décision 19/2021, demande d'une subvention de climaction voltaïque déchetterie, 17/12/2021, culture, arrêt d'exploitation de l'Arche, 11/01/2022, finances, fixation des montants d'experts, 14/01/2022, aménagement, demande de subvention 2021 de la DSIL, installation de panneaux voltaïques sur le site de la déchetterie. 14/01/2002, finances, dissolution de la régie et recettes environnement, Jean du Voyage. 18/01/2021, habitat, subvention propriétaire, OPA et ravellement des façades. Juste deux choses. La hausse du HAN, la fixation des montants d'experts de quoi? C'est des expertises relatives en fait à la police de l'habitat. Pour les cinémas qui s'effondrent à Villerue et pour... Pour l'instant, celle qu'on a passée, c'est pour la maison en incendie, et puis on a une deuxième pour le cinéma qui s'est écroulé, et peut-être une troisième peut-être sur Tille. La dissolution de régie des recettes du voyage.
Ouais, mais. Pourquoi elle est dissoute, la régie des gens du voyage? Pourquoi elle est dissoute, la régie des gens du voyage? Parce qu'il n'y a pas d'opération dessus, on n'a pas fait d'opération. Donc combien pas Mais on n'a peut-être pas fait d'opération, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a fait un stationnement d'art des gens du voyage et si on doit en récupérer de l'argent, à faire comment? Alors, moi je vais vous donner l'explication. Le premier, l'aire d'accueil provisoire n'est pas aujourd'hui, elle est contestable, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Elle ne correspond pas aux normes qui sont en vigueur et donc forcément quelque part, si demain on s'attelle à pouvoir récupérer de l'argent, c'est contestable. Alors j'ai pas dit que derrière, nous devons donner et l'électricité, et l'eau, et finalement toute la brique servicielle des déchets gratuitement aux gens du voyage. Ils sont soumis comme notre population à payer ce qu'ils consomment. Donc forcément quelque part, on va trouver des solutions parce que d'une part, on est sur le terrain de d'Intiche, où le CIVOM est propriétaire, et de l'autre côté, c'est la CCPHVA qui est propriétaire finalement des abonnements et de la facturation. Donc il faut qu'on trouve et on est en train d'y travailler, comment on va pouvoir gérer la facturation sur les gens du voyage. Il est bien évident qu'on ne laissera pas, on essaiera de trouver toutes les solutions pour récupérer finalement ces énergies qui nous sont finalement dues, et on est en train de travailler pour que ça se passe. Mais c'est pas simple. Donc cette régie ne correspond pas, parce que derrière, cette aire de voyage n'est pas conventionnée, pas conforme. Donc ça veut dire qu'il peut y Si. Alors nous, on peut très bien trouver des solutions, et c'est ce que j'ai dit, hein. C'est demain, à chaque fois qu'il y a une caravane, c'est lui demander peut-être une somme d'argent liée à une espèce d'avance, hein, parce que vous savez très bien que c'est un problème, hein. Ils sont là aujourd'hui, ils ne sont pas là demain, et donc on voudrait un petit peu trouver une solution de cautionnement qui nous permettrait finalement de parer à... On ne peut pas encaisser un cautionnement. Encaisser un cautionnement, il faut quelque chose. On ne peut pas encaisser, à part si c'est au CCAS, sinon toi en mairie, tu ne peux pas encaisser un cautionnement. Je ne parlais pas de la mairie, hein. Je ne parlais pas de la mairie, puisque on va avoir forcément les compteurs et tous les abonnements à notre nom, CCPHVA, donc on essaie de trouver quelque chose qui peut juridiquement être en capacité de répondre. Les gens de voyage, je viens avec des liasses de billets, des liasses de billets, en caution. En tout cas, on ne laisse pas ça comme ça, on est en train d'y travailler, on vous proposera quelque chose qui juridiquement tienne la route, parce que forcément, hein, c'est contestable. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des hauts et des bas sur le fonctionnement là-bas. Il y a beaucoup de gens qui font des choses un petit peu hors limite de la réglementation, et donc on est derrière eux systématiquement. Et la police de l'environnement, malgré logiquement qu'il ne doit gérer que les déchets, va quand même là être présent systématiquement quand il y a un dérapage. Il y a un truc qui m'a pris. Oui. D'abord, s'il y a une dissolution de régie, c'est qu'elle a été créée. Oui. Elle a été créée quand? Ah ça c'est... Est-ce qu'on a créé une régie alors qu'on n'avait pas d'aire de gens du voyage, on a créé une régie pour l'aire des gens du voyage. On crée une aire des gens du voyage et on supprime la régie. Non, il y a quelque chose qui m'échappe. Et si la dissolution, c'est où la trésorerie, donc on a eu un mail de la trésorerie qu'on voit, il y avait des encaissements qui ne pouvaient pas passer parce qu'on n'avait pas une aire définitive, mais pourquoi cette idée de dissolution? Si ça passe à la trésorerie, ça passe. Si ça passe pas, on la dissout. On va avoir la réponse. Pourquoi cette initiative de dissoudre? Thierry, elle a été constituée quand? Elle a été créée en 2020. Depuis 2020, elle existe. Alors qu'on n'avait pas d'air de gens du voyage. Et là, Pardon, non, excuse-moi. Attendez voir. moi ça m'interroge. En 2016, excusez-moi. Alors pourquoi elle a été créée en 2016? J'attendais la date. C'est parce que le transfert des compétences pour les villes supérieures à 5000 habitants, et je vais être désagréable sur le sujet, qui auraient dû se munir finalement d'une aire d'accueil du voyage, on prend la compétence, donc on crée forcément, parce qu'on avait idée à mettre cette aire d'accueil du voyage. Ça n'a pas été fait pour des raisons, je ne vais pas revenir en arrière sur un historique douloureux, hein, mais encore une fois, on se retrouve face à une régie qui, quand on a pris la compétence, était normal d'aller la mettre en place,
mais comme elle n'est pas arrivée et qu'on n'a pas pu la mettre en place, forcément, quelque part, elle n'a pas... Donc, on a une compétence, donc on peut avoir une régie. Après, on n'a pas les gens de voyage. Ça, c'est autre chose. Mais si on a la compétence, cette régie, on pouvait la conserver. Mais je pense que s'il n'y a pas eu la d'opération, personne... c'est une demande qui a été faite par le trésorier. On est sujet d'avoir des opérations dans cette régie, vu qu'on a une règle provisoire. Moi, la réponse, il n'y a que Patrick Christian, parce que ça, c'est une décision. Tony, est-ce qu'on a eu un mail, ou un courrier de la trésorerie, comme quoi il fallait, quand cette régie n'était pas légale, parce qu'on n'avait pas d'air de jour de voyage, il fallait la distribuer. Si on ne l'avait pas, je ne comprends pas ce problème. À la limite, Tony, c'est pas tellement le problème de la régie. Si on n'a rien à mettre dessus et qu'on ne mettra rien dessus, elle sert à rien. Si tu ne mettras rien dessus, mais si tu n'as rien à faire, Gabiru, quand ils avaient les gens de voyage qui étaient là, comment ils auraient pu récupérer eux alors c'est simple, hein, pour faire simple, hein, notamment sur l'eau ou autre, c'était le policier municipal qui allait là-bas, qui faisait le tour des caravanes, qui récoltait l'argent et qui donnait un titre de recette et qui allait à la trésorerie payer ce qu'il devait. Quoi. Et ça se passait comme ça. Bon, tu réussissais quand même à encaisser quelque chose, alors que tu n'avais pas la compétence. Peu importe, même si c'est 20 euros, 30 euros, alors que tu n'avais pas la compétence. Donc, moi, je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui m'échappe, il faut que je plus d'explications. Bon, après, évidemment, c'est des décisions qui ont été prises, mais je veux dire. Voilà. Moi, Tony, si je peux répondre, si je peux, et si c'est le seul problème aujourd'hui qui nous lie à une discorde sur je pense qu'honnêtement, on essaye de faire les choses plutôt bien. On a fait un aire d'accueil provisoire et je pense qu'on l'a fait plutôt... Non, mais j'explique aussi l'origine, parce que tu prends une partie de la chose et tu la tournes en dérision. Je comprends que derrière, il y a un problème où je pense que la trésorerie nous a demandé d'arrêter ce compte, on l'arrête. On ne peut pas se servir de ce compte. C'est la question que je me pose tout à l'heure. Est-ce que la trésorerie a demandé d'arrêter ce compte? Ah oui, il vient de le dire, Thierry. Il vient de le dire. Oui, je vous confirmerai. Ça, j'avais pas entendu. Voilà. Voilà, donc si on passe au vote. Je ne vais pas demander des preuves. Si on passe au vote, il n'y a pas de vote. Alors c'est un petit acte. Voilà. Allez, on termine ce conseil communautaire. Vous pouvez me réexpliquer la fixation des montants d'experts? Je n'ai pas entendu. La fixation des montants d'experts. C'est que l'Interco a la compétence habitat. Quand il y a eu, on prend l'exemple l'incendie sur Villejuif, c'est une compétence habitat, il a fallu faire passer l'expert judiciaire qui justement est à la charge de l'Interco. Et on a eu le cinéma qui s'est pris, alors c'est bientôt le cinéma. Et j'explique pour essayer de défendre un peu nos finances. Quand il y a eu ce transfert de compétences, on n'a pas d'argent qui va derrière. Et pourtant, ça nous coûte de l'argent. Il faut le dire aussi. Gérald, à un moment donné, on prend beaucoup de choses aussi qui ne sont pas aujourd'hui liées à un transfert de recettes. Merci à tout le monde, à moins qu'il y ait d'autres questions, parce que là on a un peu débordé. Merci à toi. J'ai essayé d'être à la hauteur, je ne sais pas si... C'est très bien. Allez, merci bien. Au revoir. En tout cas, bonne soirée. Et tout le monde se lève. Au revoir. Au revoir. Au revoir.